Bonjour à tous. Vous êtes-vous déjà extasié devant la forme d'un panache volcanique ou les images fascinantes de fumeurs noires du fond des océans? Étonné de cette forme de jet turbulent qui crache dans son milieu et suivant des formes apparemment chaotiques, hypnotisé par la fumée qui s'élève d'un feu? Eh bien nous aussi. Et nous avons cherché à mieux comprendre ces structures. Nous avons voulu expliquer ces panaches et tenter d'en reconstruire pour répondre à cette question: qu'est-ce qui détermine le comportement d'un panache? Mais avant de déterminer ce qu'en dicte la forme, il faut revenir sur ce qu'est un panache. Assez simplement, c'est le mouvement d'un jet de fluide dans un autre qui constitue le milieu environnant. Pour un volcan, c'est de l'air chaud, chargé de cendres et d'autres roches qui se projettent dans l'atmosphère. Pour un fumeur noir, c'est sensiblement le même phénomène, mais dans de l'eau. Deux moteurs expliquent le mouvement d'un panache: la vitesse du fluide qui entre dans le milieu et une différence de densité. Le premier cas, assez intuitif, est celui des jets d'eau dans un jacuzzi projeté pour masser le baigneur. Le second, un peu moins évident, voit le fluide du jet bouger dans le fluide du milieu parce qu'il est plus léger ou plus lourd que celui-ci. Ainsi, le fluide va chercher à flotter ou couler, ce qui va le mettre en mouvement et créer un panache. C'est le cas pour le volcan, où l'air qui sort du cratère est très chaud et va être plus léger que l'air ambiant. Il va donc monter. Ces panaches peuvent avoir des formes différentes. En particulier, on distingue deux régimes principaux. Un régime dit turbulent, comme lors d'un panache volcanique. On observe des tourbillons, le panache s'étale et il apparaît désordonné et imprévisible. Un second régime dit laminaire. Cette fois, le panache est plus calme. Le fluide semble avancer tout droit. C'est par exemple ce qui arrive dans le manteau terrestre avec les panaches mantéliques. Ils sont cette fois-ci prévisibles et homogènes. Cette distinction ne s'observe pas seulement entre deux types de panache. Au sein d'un même panache, on peut conserver une transition entre les régimes. Quand on brûle de l'encens, par exemple, au plus proche de l'encens, l'écoulement sera laminaire, tandis qu'en s'élevant, il devient turbulent. Comprendre le passage au sein d'un même panache de régime laminaire à turbulent est un bon moyen de sonder la physique du problème. Quels paramètres sont en cause et quelle est leur importance relative? Notre but va être de reconstruire ces différents comportements, laminaires et turbulents, et de mettre en évidence ce qui détermine le comportement d'un panache. Pour cela, deux expériences ont été réalisées. Une première dans de l'eau, où une différence de densité est créée à l'aide d'une sucette colorée. Le sucre de la sucette va se dissoudre dans l'eau et créer un panache d'eau saturée en sucre, plus dense que l'eau du robinet, et donc qui va couler au fond du récipient. Le colorant va nous permettre de visualiser facilement le panache, puisque le sucre que nous avons coloré ne se trouve que dans celui-ci. Une seconde expérience a été faite dans de l'huile où un panache thermique a été créé. L'huile chaude est moins dense que l'huile froide, ce qui va entraîner la montée de l'huile chaude en panache. Cette fois, la visualisation du panache est faite par l'ajout de petites billes en verre qui vont être emportées par le mouvement de l'huile. Ces deux expériences vont nous permettre d'explorer la transition entre l'écoulement laminaire et turbulent. Mais comment peut-on caractériser le type d'écoulement d'un panache? Pour mieux comprendre, prenons le cas de l'expérience de la sucette. La force motrice de la descente du panache va être la différence de densité entre l'eau saturée en sucre et l'eau du robinet. Cette différence augmente avec la température. Cela est principalement dû au fait que plus l'eau est chaude, plus la quantité de sucre que l'on peut dissoudre dans l'eau est importante. Par exemple, si l'on ne peut que dissoudre 180 g de sucre dans 100 g d'eau à 5 degrés, on peut en dissoudre 416 g dans 100 g d'eau à 90 degrés.
Ainsi, la masse volumique de l'eau sucrée augmente avec la température. Dans le même temps, la masse volumique de l'eau du robinet va diminuer avec la température, ce qui augmente d'autant plus la différence de masse volumique. Ainsi, dans notre situation, la force motrice du panache est plus importante quand la température augmente. Autrement dit, le panache peut aller plus vite. Il peut donc plus facilement créer des tourbillons et des formes complexes. Il ne faut pas oublier que le fluide va résister à la création du panache à cause de sa viscosité. On imagine facilement que plus le fluide environnant est visqueux, plus il sera difficile pour le panache de se déplacer et plus le panache sera simple et homogène. En regardant l'évolution de la viscosité dynamique de l'eau en fonction de la température, on constate que plus la température est élevée, plus la viscosité est faible. Et donc, plus la température est élevée, moins il y a d'opposition à la création du panache. Ainsi, à haute température, la force motrice du panache est plus importante et il y a moins de résistance. On peut s'attendre à ce que le panache soit donc turbulent. À basse température, au contraire, puisque la force motrice est plus faible et que la résistance est plus importante, le panache aura plus de mal à s'étaler et on peut s'attendre à ce qu'il soit laminaire. Pour caractériser plus précisément le comportement du panache, nous allons utiliser le nombre de Reynolds. Ce nombre sans dimension correspond au rapport entre les forces d'inertie et les forces visqueuses. Plus le nombre de Reynolds est petit, plus les forces visqueuses sont importantes devant les forces inertielles. En fonction du nombre de Reynolds, on peut connaître le régime d'écoulement. Par exemple, pour un nombre de Reynolds inférieur à 2000, l'écoulement sera laminaire. Et pour un nombre de Reynolds supérieur à 2000, l'écoulement sera turbulent. En effet, l'inertie du fluide, autrement dit sa facilité à aller vite, va être ce qui favorise sa turbulence, alors que les forces visqueuses vont freiner le fluide et le ramener à un régime laminaire, comme nous l'avons expliqué auparavant. Maintenant, regardons ce qu'il en est de nos expériences. Ce que nous cherchons à faire est de créer un panache de différentes manières et mesurer sa vitesse en tout point, via la méthode de PIV, ou Particle Image Velocity. Grâce à la connaissance du milieu, et en particulier sa température, que nous allons pouvoir lier à sa viscosité, nous allons pouvoir calculer le nombre de Reynolds en tout point et observer plus finement la transition laminaire-turbulent. La méthode de PIV est une méthode de calcul de la vitesse d'un écoulement fluide qui se base sur la corrélation d'images de l'écoulement. On regarde le déplacement de particules entre deux images d'une vidéo et on en déduit la vitesse de l'écoulement en ce point. Pour nos expériences avec les sucettes, nous avons fait varier la température de l'eau. Qualitativement, on retrouve bien le comportement décrit plus tôt avec un panache plus vigoureux et turbulent quand la température de l'eau augmente et donc quand la différence de densité entre les deux fluides augmente. On peut même quantifier cet effet avec la variation de la vitesse maximale dans le panache en fonction de la température de l'eau. Pour les expériences avec l'huile et un point chaud, la visualisation est plus complexe. Les résultats sont nettement moins quantitatifs, mais on retrouve qualitativement les comportements attendus. La viscosité est plus importante dans l'huile que dans l'eau, ce qui favorise le régime laminaire. Nous avons pu, dans nos expériences, mettre en évidence le rôle de la viscosité et de la différence de densité entre les fluides dans la mise en mouvement d'un panache. D'autres paramètres varient dans la nature, comme la vitesse initiale que nous n'avons pas pu explorer ici. Comprendre la physique des panaches est un sujet d'intérêt dans les sciences de la Terre, puisqu'il permet de quantifier des écoulements naturels complexes et mieux comprendre des phénomènes comme le volcanisme déjà mentionné. C'est aussi un sujet d'intérêt dans des problèmes d'ingénierie, avec des évacuations de fluides sous pression par exemple, ou des fluides dans des milieux peu accessibles, comme il a été question lors de la marée noire de la plateforme Deepwater Horizon dans le golfe du Mexique en 2010. Merci de nous avoir regardés jusqu'ici, en espérant vous avoir intéressé. Pour plus d'informations à ce sujet, vous trouverez nos sources en description de la vidéo. À bientôt.